est sur la première conférence de la journée, la première table ronde. Si vous voulez, on va attendre 2-3 minutes pour les quelques retardataires en espérant que la salle se remplisse un petit peu. Et ensuite, on va quand même respecter tous ceux qui sont à l'heure. Et on démarrera, mais on attend 2 minutes. Moi j'ai pris les transports et franchement ça fonctionne bien. Je vais prendre mon vélo et puis finalement. Vous êtes OK sur le plan que je vous ai proposé, ça va aller? Valentin, juste sur la partie contrat, il n'y aura que toi qui. Sur la renégociation des contrats, il n'y aura que toi qui parlera. Parce qu'Audrey a considéré avec Justas que tu avais vraiment le côté. Non, mais c'est bien aussi de voir comment eux ils font, comment ils fonctionnent, comme vous voulez. Bah en fait, je pense que c'est plus adapté en fait au public qui est concerné aujourd'hui que moi. Et du coup, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant en fait que en fait t'expliques toi ta partie sans que je la contrebalance en disant bah voilà en fait aujourd'hui les moyens qui sont exposés justement et sans contrebalancer et vraiment dire bah voilà aujourd'hui ce que vous avez besoin. Parce que je trouvais en fait ta partie très intéressante même si pour nous elle n'est pas applicable aujourd'hui, elle était quand même très Ouais, intéressante. vous fonctionnez différemment, c'est ce que j'ai vu. Même si on fait des hôtels de luxe et qui font en négociation en avance, mais vous, ouais, vous faites tous les ans. Parce qu'on est indépendant en fait, donc on n'a pas non plus une force de frappe d'un groupe, donc en fait on est gros mais indépendant, ce qui fait que on fonctionne complètement différent. Et ce qui est bien comme autre fonction comme ça, c'est Actimedia, et après il y a toute la stratégie de formation d'accompagnement, toi et on négocie en avance, on se laisse négocier en premier lieu. Il n'y a pas vraiment de date hyper. On parlerait, mais c'est vrai que Ah d'accord, ok. mettre en relation. Après, c'est vraiment. Moi, je veux dire, en fait, c'est possible. C'est, tu vois, par exemple, sur sensibiliser et former les collaborateurs, c'est possible en fait, de le faire. Ça ne demande pas forcément des gros investissements, des gros moyens. Comme en fait les C2E, nous, les certificats d'économie d'énergie, en fait, on les utilise au quotidien dans nos investissements, parce que sinon, évidemment, on n'y arrive pas également. Très bien, c'est clair. Alors, je vous propose qu'on démarre pour ne pas prendre trop de retard sur le reste de la journée. Alors, les stéréotypes des femmes pipelettes, on est dedans. C'est pas bien. On est dans l'égalité. Vous voyez, aujourd'hui, on est dans une parité parfaite sur nos speakers. Donc là-dessus, on est parfait. Mais ce n'est pas le sujet de cette table ronde. On va parler coûts énergétiques. Et on va avoir des approches très complémentaires avec 4 super speakers qui vont être... je vais commencer par ces dames. Alazaïs Kayol, qui est responsable marketing du programme CE, baisse les watts de La Poste. La Poste est un acteur qu'on n'attend pas forcément sur cette partie-là, et donc vous serez assez surpris de la proposition et des offres qu'ils proposent. C'est vraiment intéressant pour avoir des... Attention, les nouveaux conjoints à nous rejoindre dans la salle de conférence pour les conférences de 10h15 et 10h30. Merci. Donc on n'attend pas La Poste sur les coûts énergétiques, on n'attendait pas l'annonce en plein milieu de la table ronde. Donc voilà. Ensuite, on a Audrey Péguret, qui est directrice du développement durable pour le Ritz Paris. Valentin Guémache, directeur de cabinet pour Audit Énergie. Et nous, on va en découvrir un peu plus après aussi sur des solutions très concrètes pour des économies immédiates. Et puis on a Yves Prémel-Cabic, qui est Head of Engineering, pardon pour l'accent, chez WeFirst. Et pareil, là aussi, vous serez surpris probablement des économies qu'on peut faire sur des postes sur lesquels on n'a pas forcément une réflexion RSE. Petite question avant de démarrer. Dans la salle, qui est hôtelier? Ok. Restaurateur?
Alors, BC, indépendant dans ceux qui viennent de lever la main. Hôtelier ou restaurateur indépendant. OK. Ensuite, étudiant. Consultant, fournisseur, etc. OK. Merci à tous d'être présents en tout cas. Je vais commencer par laisser la parole à Audrey, qui va nous faire un petit état des lieux en fait sur en tout cas donner un des points de départ à une stratégie d'économie, d'attention aux coûts énergétiques, c'est de commencer par faire un état des lieux de ce qu'on a dans son établissement. Audrey ? Et exactement. En fait, la priorité pour lutter contre les coûts énergétiques se fait vraiment entre la sobriété et les investissements. Et du coup, le point de départ, c'est déjà former et sensibiliser l'ensemble des collaborateurs à ces sujets, mais c'est également établir une cartographie en fait de ces équipements, de savoir quelles sources d'énergie sont utilisées, lesquelles sont les plus énergivores, et également, d'un point de vue parallèle, faire la réalisation de son bilan carbone afin de connaître ses émissions en termes de gaz à effet de serre. Ce qui permet en fait de définir des priorités, et ces priorités vont être impactantes pour vous, car elles vont pouvoir en fait déterminer si vous êtes sur de la sobriété avec de la sensibilisation, de la formation, ou si il y a des besoins d'investissement pour justement lutter contre ces coûts énergétiques qui sont de plus en plus flagrants aujourd'hui. Et donc, pour cet état des lieux, quand on n'est pas le RIT, c'est qu'on n'a pas une structure dédiée à la démarche RSE, à qui on peut s'adresser. Je pense par exemple à la ZAIS. Est-ce que vous faites partie des acteurs à qui on peut s'adresser pour se faire accompagner, pour savoir comment on dresse l'état des lieux, comment on accompagne ses collaborateurs, etc. Qu'est-ce qu'on fait pour démarrer ? Exactement, vous avez parfaitement raison. Le RITS, forcément, a les moyens d'être accompagné et d'être en maîtrise. Un peu plus près le micro. Tout ce qui est sobriété énergétique, ce qui n'est pas forcément le cas des petites TPE-PME. Donc, pour les accompagner, nous avons Baisse les watts. Donc, Baisse les watts, c'est un programme gratuit qui est financé par les certificats d'économie d'énergie qui s'adresse spécifiquement à cette petite structure. Et donc, en premier lieu, aux hôtels, aux restaurants, à toutes les structures et hébergements touristiques qui souvent peinent déjà à comprendre leur consommation énergétique, qui ne sont pas dans la maîtrise de leur consommation énergétique, qui ne vont pas forcément savoir quels sont les équipements les plus énergivores, qui ne vont pas forcément avoir les clés pour renégocier leur contrat d'énergie, les clés pour engager les bons gestes, qui vont penser avoir des bonnes pratiques qui finalement ne seront pas forcément les plus efficaces. Donc pour ce faire, ce programme qui est porté par la Poste et par ses partenaires vise à accompagner ces TPE-PME dans tout ce qui est maîtrise de leur consommation et ensuite effectivement de les accompagner sur les bons gestes pour au final réduire leur consommation énergétique et forcément pouvoir faire des économies. C'est ça le véritable bénéfice, c'est de pouvoir faire des économies d'énergie dans un contexte qu'on connaît tous, de contexte énergétique assez tendu. Et concrètement, ça se passe comment vous venez de parler de comprendre sa consommation. Il faut quoi ? Il faut regarder ses factures. Dans ce cas-là, Valentin va nous en dire un petit peu plus, je pense, parce que ça fait partie des choses que vous proposez direct à vos clients, d'analyser la facture, de comprendre les consommations de chaque appareil, etc. Qu'est-ce qu'on doit faire concrètement ? Nous, la première des choses qu'on va faire, justement, c'est analyser les factures du professionnel. On va regarder sa consommation mensuelle et sa consommation annuelle. Mais ça sert à quoi ? Ça sert à quoi ? Savoir où se place le professionnel. Peut-être qu'il a une consommation qui est disproportionnée par rapport à son établissement. Peut-être que son compteur est pas assez puissant. Donc du coup, sur ses factures, il a des surcoûts parce qu'il fait du dépassement de puissance. Peut-être que son compteur est trop puissant par rapport à sa consommation. Donc il va payer de l'acheminement en plus alors qu'il a besoin de moins de puissance. Donc s'il met moins de puissance, il va payer moins d'acheminement. Ensuite, ça c'est pour la partie contrat. Parce que si vous baissez votre consommation de 20%, mais que vos contrats ont pris 400% d'augmentation, la base pour nous, en tout cas dans notre domaine, va être d'abord d'étudier vos factures et ce que vous avez dans vos contrats. C'est le plus important.
Et ensuite, on va regarder comment vous vous comportez dans votre établissement. Donc, on va regarder, comme ce qui a été déjà dit en fait, on va regarder vos appareils les plus énergivores et comment vous les utilisez. Et alors, si on doit dresser une hiérarchie des appareils les plus énergivores, et là je vais vous demander la parole un petit peu à tous, qu'est-ce qu'il y a comme... alors dans un resto comme dans un hôtel, c'est quoi le plus énergivore? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles on ne s'attend pas en termes de consommation? En général, c'est les points chauds qui tirent plus d'électricité que les points froids. Après, ce qu'on peut voir, c'est que par exemple, un appareil défectueux va vous tirer trop d'énergie. Donc des fois, réinvestir un appareil neuf va vous coûter de l'investissement, mais à long terme, va vous coûter moins cher. Donc ça, on va vous l'analyser aussi. Ok, Audrey, vous avez aussi il y a eu des appareils à changer parce qu'ils étaient étonnamment plus énergivores que les autres. Et sinon, il y a quoi qui est énergivore au Ritz? Alors, Qu'il était. pour nous, au Ritz, effectivement, donc au vu de notre établissement, nous avons le spa avec la piscine qui est énormément énergivore et nous avons bien évidemment, comme le dit Valentin, les points chauds donc avec l'ensemble des cuisines. Donc ce sont vraiment deux points très énergivores chez nous. Et sur ça, il y a effectivement tout un système en fait, de maintenance technique à mettre en place, mais également de sensibilisation et de formation du personnel pour pouvoir intervenir en fait, le plus rapidement possible et éviter la perte d'énergie et du coup des coûts engendrés à cause de cette perte. Donc vraiment suivre au quotidien ces équipements, le bon fonctionnement de ces équipements. Également pour faire en fait vraiment de grosses réalisations en termes d'économie d'énergie et d'émissions carbone, c'est les investissements qui permettent de récupérer la chaleur et les énergies créées par exemple les groupes froids des cuisines. Donc, ce que nous on a réalisé au Ritz Paris, c'est récupérer l'ensemble des calories générées par les groupes froids des cuisines pour le remettre en fait au niveau de la piscine afin de maintenir la température en fait, maintenir l'ensemble de la température de la piscine à 31 degrés. Ce qui nous permet de ne pas baisser le degré de température de la piscine car c'est une énergie qui n'est pas consommée aujourd'hui. Ok, il y a aussi un autre pôle de consommation, et là je me tourne vers Yves, je vais te passer le micro. Merci beaucoup. Ok. C'est la partie réseau, et avant même d'investir et de se lancer, là on reste surtout sur cette première partie toujours, on a plein d'équipements dans les hôtels et les restos, plein de réseaux qu'est-ce qu'on dédiés. fait? Voilà. Et quelle est la problématique de départ en fait? Qu'est-ce qui se passe? Alors, historiquement, pour des raisons techniques principalement, dans toutes les industries qu'on va adresser, que ce soit l'hôtellerie bien évidemment, mais également le retail ou les immeubles de bureaux, historiquement, les DSI avaient l'habitude de faire déployer des réseaux dédiés. C'est-à-dire que j'ai un usage, ça peut être la téléphonie, la télé, les serrures connectées, le système de climatisation, la vidéosurveillance. Chaque service s'appuie sur un réseau dédié. C'est-à-dire que c'est le... Peut-être dans la salle, qui a un système de clim qui a été créé complètement indépendamment en termes de réseau que le système télé? Est-ce que vos clims sont créés par le même... Est-ce qu'elles sont portées par le même... Voilà, la problématique, c'est d'avoir vraiment des réseaux dédiés. Donc, si vous avez un réseau de téléphonie qui va être, par exemple, du DECT, donc la technologie qu'on connaît bien depuis les années 90, ou un réseau de vidéosurveillance, en général, ces réseaux sont dédiés. C'est-à-dire que ça va s'appuyer sur des switches, des routeurs qui sont dédiés à chacun des réseaux. Avec des acteurs indépendants. Avec des acteurs indépendants, tout à fait. Mais nous-mêmes, WeFirst, on est connus pour le Wi-Fi Guest, donc le Wi-Fi à destination des clients. On a longtemps également contribué à ce qu'on a appelé le millefeuille, voilà, exactement, d'infrastructure, parce que quand on était sollicité, donc on répondait sur un périmètre qui était uniquement le Wi-Fi Guest. Et en déployant ces réseaux, depuis maintenant une vingtaine d'années, on s'apercevait que on était loin d'être les seuls acteurs et que les locaux techniques des hôtels étaient remplis d'autres équipements, de switch, de baies, qui consomment énormément d'énergie. On ne s'en rend pas forcément compte, mais une baie informatique, ça consomme à peu près autant d'énergie que 2 fours, portes ouvertes toute l'année, donc qui sont en train de chauffer en permanence. Et en plus de ça, comme ça chauffe, ces équipements, il faut les refroidir. Donc on va rajouter en plus de ça des clims. Donc on atteint très rapidement des budgets énergétiques de l'ordre de 10 kW par baie, ce qui est quand même assez énorme. Pour vous donner une petite idée, une simple infrastructure de téléphonie d'un tout petit hôtel, vraiment d'un tout petit hôtel, avec simplement un switch pour allumer quelques bornes DECT
Et un serveur de téléphonie, ça consomme 1000 watts. 1000 watts, on peut dire, c'est pas énorme, hein, c'est un gros PC. 1000 watts, au coût actuel de l'énergie, ça va vous coûter 15 400 € sur 5 ans. Donc ça devient absolument non neutre. Donc le coût... et en fait, la plupart de nos clients ne regardent pas ça parce qu'effectivement, ils se concentrent sur le coût du service. Ils se concentrent sur le coût du switch, le coût de l'installation, combien me coûte ma minute de téléphonie, mais ils ne regardent absolument pas la facture énergétique que ça engendre. Effectivement, on parle de ce sujet, nous, depuis quelques temps. On commence à être vraiment écouté, ou en tout cas sollicité sur ces sujets de mutualisation depuis une petite année, parce que le coût de l'énergie fait que ça devient vraiment critique de rationaliser. Et donc on est capable de proposer des économies d'énergie de l'ordre de, ça dépend de l'ampleur du millefeuille, mais de 40 à 70%, ce qui devient notable. Immédiatement ? Alors, dès qu'on déploie le réseau mutualisé, on fait ces économies d'énergie. Par contre, effectivement, comme le disait Valentin, comme pour tous les sujets, ça va demander un investissement, c'est-à-dire qu'il faut créer ce réseau, donc il faut investir. Donc il y a, alors c'est des investissements qu'on peut proposer en mode CAPEX ou OPEX, hein, pour que ce soit beaucoup plus, pour que les économies soient perceptibles immédiatement, si on est dans un modèle full OPEX. Mais les économies d'énergie sont immédiates à partir du moment où on fait cette mutualisation. Donc après, on va travailler sur des ROI sur 5 ans. Enfin, voilà, plus on fait le calcul sur une période longue, plus les économies sont importantes. Ok, alors je ne sais pas la technique, on avait normalement des slides, mais je ne suis pas venue vous voir avant. Est-ce que vous les avez eus, les slides pour... Oui, vous pouvez peut-être déjà, parce que c'était assez clair, je pense. Allez-y si vous voulez bien les passer. Alors. Lesquels Il y a 3, il y en a un qui vient de WeFirst. Là, c'est WeFirst qui est en train de parler. Avec de jolis dessins. Juste, on va passer rapidement sur cette partie, mais allez-y. Donc, si vous pouvez passer sur le slide suivant. Ah, je peux le faire directement? Ah oui, merci beaucoup. Ah, merci, top. Excellent, merci. Donc ça, c'était ce qu'exprimait Yves au début. Voilà, donc on a essayé de schématiser ce qu'on voit, nous, en réseau dans l'hôtellerie. Donc, on a essayé de recenser un maximum de choses, mais vous allez avoir souvent des réseaux dédiés pour la traçabilité alimentaire. Donc, tous les gens qui vont faire de la restauration aujourd'hui, si vous traitez des produits frais, la traçabilité, ça devient donc HACCP, c'est une obligation légale. On a des acteurs comme Zest ou Ipac Hygiène qui vont parfois déployer des réseaux dédiés, Wi-Fi, parce que quand on va avoir des tablettes à connecter dans les cuisines, il faut bien que ces tablettes soient connectées en Wi-Fi, sinon on revient au papier carbone, ce qui est moins pratique pour les équipes. Audrey qui acquiesce, est-ce que c'est pareil chez vous? C'est ça? Oui, exactement. C'est vrai qu'on a démultiplié, que ce soit par le réseau de CET, mais également sur les tablettes en hygiène, en restauration et d'autres. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a commencé à collaborer avec WeFirst pour pouvoir justement arriver à connaître ce millefeuille et se dire maintenant qu'on connaît, qu'on a fait cette cartographie de notre millefeuille, qu'est-ce que l'on met en place pour réduire nos coûts? C'est effectivement l'enjeu. Donc, effectivement, on fait cette cartographie pour connaître tous les services que l'hôtelier ou que ce soit un indépendant, parce que c'est encore plus dur pour un indépendant que pour un grand hôtel ou un grand groupe, parce que l'indépendant n'a pas forcément de DSI ou d'équipe en mesure de faire cette rationalisation. Donc, il est obligé de subir quelque part ce que ses fournisseurs vont lui imposer avec des infrastructures dédiées. Et donc, on va avoir effectivement des réseaux dédiés pour l'affichage dynamique, pour la vidéosurveillance, la téléphonie. Yves, je te stoppe là. Ouais, parce qu'en fait, tu as pris de l'avance sur... Non, mais en fait, on a pris de l'avance sur la suite. Et on avait encore dans les points de départ la notion de sensibilisation des équipes sur lesquelles la Audrey et Alazaïs vont intervenir. C'est-à-dire que dans les premières étapes, on est sur la table ronde, on parle de sobriété ou d'investissement. La partie sobriété, c'est aussi sensibiliser les équipes. Et donc, on a deux choix possibles. Il y a une partie où il y a, dans le cadre d'Atout France, vous le savez peut-être, mais dans la classification, maintenant, on a une partie obligation de former le personnel. Et là, Audrey, j'aimerais que tu touches un mot là-dessus. Et ensuite, Alazaïs, que tu réagisses aussi sur l'accompagnement que tu peux proposer. Donc oui, merci Vanessa. Effectivement, sur le classement hôtelier fait par Atout France, au niveau des étoiles, donc il y a des obligations, donc un certain nombre de critères environnementaux et sociaux à mettre en place, et notamment la formation et la sensibilisation aux éco-gestes, donc aux éco-gestes qui touchent à l'énergie, à l'eau, et qu'est-ce qu'on met en place.
Donc c'est assez spécifique parce qu'il demande quand même une formation de 3h30. Donc ce n'est pas rien pour nos équipes opérationnelles de libérer 3h30 de ce temps pour parler justement des éco-gestes. Ok, Lazaïs, tu nous racontes un petit peu, et peut-être Exactement, donc, les types de professionnels qui font appel à tes services notamment. Absolument. Donc, en fait, après s'être inscrit à Baisse les Watts, on a 3 bénéfices clés. On a un carnet de bord énergie qui, très concrètement, va permettre de délivrer un accompagnement personnalisé à la filière, donc un accompagnement dédié hôtel, restauration, et qui permettra d'accéder à des fiches actions. Donc, des fiches actions, des éco-gestes qui vont être personnalisés par rapport à ces équipements qu'on aura préalablement renseignés, qui demain aussi pourront être captés via les compteurs Linky et Gaspard. Ça, c'est la première chose. Tu peux donner des exemples concrets de ces fiches actions notamment? Les fiches actions, ça va s'appuyer sur les équipements qu'on aura préalablement renseignés, sur le type de contrat, sur le type d'énergie, sur le modèle. Et il faut savoir également qu'en parallèle de tout ça, on a un accompagnement par téléphone avec des conseillers énergie dédiés qui sont là également pour accompagner le chef d'entreprise ou le référent au sein de l'entreprise sur ses fiches actions, sur ses éco-gestes. Et ça peut être complété à tout moment par des formations. Alors, ça ne sera pas des formations comme le soulignait Audrey. Nous, ça va être des formations plus courtes, plus modulables, tout simplement parce qu'on s'est aligné aussi sur les besoins des petites structures et qu'on n'est pas sur des formations certifiantes. Néanmoins, ce sont des formations pour sensibiliser les entreprises sur les bons gestes, les bonnes pratiques. Donc, on va avoir des formations en ligne, des modules d'une trentaine de minutes, très concrètes, sur comprendre ma consommation, les points clés pour renégocier mon contrat, les éco-gestes, par où commencer. Voilà. Et en complément, pour ceux qui le souhaitent, on peut suivre des formations en présentiel. Et pour ce faire, on s'appuie sur nos partenaires, les CCI et les CMA. Donc je sais qu'il y a la CCI qui est notamment représentée, la CCI Île-de-France qui est représentée sur ce salon. Donc voilà, ils délivrent des formations collectives ou individuelles selon les besoins. Et les modules de 30 minutes, ça coûte combien? C'est gratuit, tout est gratuit. C'est là tout l'avantage de ce dispositif. C'est financé par les certificats d'économie d'énergie. C'est un dispositif qui est soutenu par le ministère de la Transition énergétique. Donc tout est gratuit, que ce soit l'accompagnement via le carnet de bord énergie jusqu'aux formations, et ce jusqu'à fin 2025. Alors là, Valentin, j'aimerais bien que maintenant que tu interviennes et que tu expliques un petit peu, il y a une partie quand même qui est directe en termes d'économie. C'est on paye aujourd'hui des contrats, les factures, elles ont explosé. Comment on peut agir sur cette partie contrat? Comme je vous le disais tout à l'heure, justement, c'est que si vous baissez votre consommation et que votre contrat il est mal négocié, vos économies d'énergie, en gros, elles ne servent à rien. Aujourd'hui, la principale clé pour faire des économies sur vos contrats, ça va être de renégocier vos contrats en avance. Un contrat d'énergie, ça se renégocie toujours avec anticipation. Si vous attendez le dernier moment que votre contrat il arrive à échéance fin décembre et que vous négociez au mois de décembre, vous n'avez pas d'autre choix que de prendre les tarifs du moment. Donc, vous n'avez pas de recul sur ces tarifs-là. Nous, on négocie nos contrats d'énergie de 12 à 24 mois en avance pour les professionnels. Ça nous permet d'avoir des tarifs plus avantageux et de bloquer le tarif qu'on signe au moment de la signature pour un contrat qui va démarrer ultérieurement. Admettons, vous signez aujourd'hui en 2023 pour un contrat qui va commencer en 2025, et vous aurez les tarifs bloqués que vous avez signés en 2023. Même si le marché de l'énergie explose d'ici 2025, vous aurez vos contrats qui sont bloqués. À titre d'exemple, des contrats qu'on a signés en 2020 et 2021, pour des contrats qui ont commencé en 2022-2023, entre-temps, il y a eu toute l'explosion des tarifs, et les contrats étaient bloqués. Donc l'avantage de négocier en avance, c'est que les tarifs, vous avez des tarifs plus avantageux parce que vous négociez avec anticipation. Donc même le fournisseur d'énergie, il peut acheter votre énergie sur les marchés avec anticipation. Mais est-ce qu'aujourd'hui, si je suis lié à un contrat, je suis complètement bloqué ou il y a moyen d'agir sur un contrat qui est en cours? Dans l'énergie, vous avez deux types. Vous avez soit les particuliers, soit les professionnels. Tout ce qui est contrat professionnel, si vous le cassez avant la date de fin de contrat, vous avez des frais de résiliation. Donc on ne casse jamais un contrat professionnel. Sauf si le fournisseur nous a confirmé par mail que vous avez 0 € de frais de résiliation. Il faut savoir qu'un fournisseur est pour vous demander de 30 à 75% de la fin du contrat pour couper le contrat.
Donc même si on vous amène un tarif très avantageux, vu les frais de résiliation que vous allez payer, c'est pas intéressant. Donc c'est ce que je vous disais, on négocie toujours avec anticipation. Et ensuite, une fois qu'on travaille avec nos professionnels, on fait du petit artisan jusqu'aux grandes industries. Une fois qu'on a fait un contrat, eh ben, on renégocie les autres toujours avec anticipation. Je crois que tu nous as... Non, tu ne... Non, je ne vous ai pas donné les slides. En Euh, fait, on n'a mais- pas eu le temps de les faire. En ce moment, c'est un peu compliqué parce Non, qu'il y a non, beaucoup de mais renouvellement. il y a du travail. Mais du coup, il n'y a pas eu besoin de les donc, faire. si j'entends bien, aujourd'hui, si je suis déjà dans un contrat, je suis déjà lié à un contrat, j'ai pas intérêt à y toucher. Tant pis, je vais payer cher cette année. Mais par contre, il faut que je m'y prenne dès aujourd'hui pour préparer la suite, parce que les coûts de l'énergie, même si on espère qu'ils rebaissent, c'est quoi la En tendance fait, là la tendance, c'est que déjà, avant tout le contexte de guerre, etc., il y avait déjà des annonces de l'INSEE pour des augmentations jusqu'à 2030. Donc l'énergie était en prévision d'augmentation jusqu'à 2030. La guerre, plus la semaine dernière, les fissures qu'ils ont trouvées dans les centrales nucléaires font déjà des augmentations. On est au début de l'année 2023, il y a déjà l'année 2024 qui est en augmentation. Donc si votre contrat il termine fin 2024, dès aujourd'hui on peut vous le négocier. On va vous prendre un contrat qui fait le relais pour l'année 2025 et 2026. Et fin 2024 ou début 2025, on viendra vous voir pour vos contrats de 2027-2028. Toujours, on prend 2 ans d'avance. Ensuite, le professionnel a toujours un espoir que l'énergie va baisser et que la situation va s'améliorer. En vérité, si je vous prends un graphique sur les 20 dernières années, l'énergie ne fait que d'augmenter. Donc, à la limite, elle stagne, mais elle baisse jamais. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours s'y prendre par anticipation. Des fois, les professionnels pensent que nous, en tant que consultants, on veut signer des contrats, mais en fait, c'est vraiment pour sécuriser leur budget. Quand vous avez des factures qui ont été multipliées par 8, il faut trouver la différence. Des fois, votre chiffre d'affaires, il n'a pas augmenté, mais vos dépenses, elles augmentent. Nous, notre but, c'est, on ne s'occupe pas de votre partie chiffre d'affaires, d'augmenter votre chiffre d'affaires, ce n'est pas notre domaine, mais on réduit vos coûts. C'est notre partie, en fait. Alors, j'entends Valentin, je comprends. Donc, vous allez nous faire réaliser des économies. Mais vous venez aussi de parler de la partie on pense que vous voulez juste signer des contrats. Combien ça me coûte de faire appel à quelqu'un qui va venir, à un courtier ou autre, qui va venir négocier un contrat? Ok, je vais économiser sur le coût de mon énergie, sur le contrat, etc. Combien ça va me coûter pour savoir en Alors, termes ça de va vous retour? coûter 0 €, tout simplement. Ah ben non, c'est Bah pas si. gratuit. Bah si, en fait, nous, on s'en cache pas. Nous, on est rémunérés par les fournisseurs. On n'a aucun souci avec l'argent. Le fournisseur nous paye pour qu'on ramène des contrats. On a un partenariat avec plus d'une vingtaine de fournisseurs. Vous avez des fournisseurs qui sont adaptés à des petites structures. Vous avez des fournisseurs qui sont adaptés pour des grosses structures. Maintenant, malgré que nous, on soit rémunérés par les fournisseurs, si vous, vous appelez le fournisseur et que nous, on appelle le fournisseur, on n'aura pas les mêmes tarifs et on n'aura pas les mêmes conditions dans nos contrats. Donc vous, vous aurez des contrats à prix fixe par le fournisseur. Et quand je vais vous imprimer votre contrat qui vous a envoyé le fournisseur et qu'on va lire les petites étoiles, eh ben on verra qu'en fait, il n'y a que 30% de votre prix qui est fixe. Et c'est arrivé à beaucoup de professionnels. Là, en ce moment, il y a eu d'explosion du tarif de l'AREN parce que les gens n'avaient pas de l'AREN plafonnée sur leur contrat. Nous, par exemple, là, avec vos contrats, on va vous faire des contrats avec AREN plafonnée. Cette année, l'AREN, il y a eu un écrêtement de 80%. Ça veut dire que votre prix du kilowatt, il a plus que doublé. Donc, on est rémunéré par les fournisseurs, on n'a aucun souci avec ça, on l'annonce. Le service de courtage en énergie est gratuit pour le professionnel. C'est pour ça que ça marche très bien notre activité, parce qu'en fait, c'est un gagnant-gagnant, parce que le professionnel ne débourse rien, il fait des économies et nous, on gagne de l'argent. Et en général, un professionnel, il peut appeler 1, 2, 3, 4 fournisseurs, mais après, il n'a pas le temps de tous les appeler. Il ne peut pas faire la liste. En France, vous avez plus d'une trentaine de fournisseurs d'énergie. Et comment savoir lequel est plus adapté pour ma structure et ensuite quelle est l'offre la plus avantageuse. Ok. Donc voilà. Donc on aura compris, c'est très important de s'occuper de ces contrats et de ne pas se limiter à chercher à faire des économies. Maintenant, on a quand même la partie, le sujet c'est sobriété investissement, on a aussi une partie investissement. Et là, je me tourne vers Audrey. Audrey, au Ritz, vous avez évidemment fait de gros investissements, mais qu'est-ce qu'il y a comme hiérarchie des coûts dans la démarche RSE pour économiser de l'énergie? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont tes démarches, tes différentes actions en fait? Ben, c'est vrai qu'au niveau de la hiérarchie des coûts, sensibiliser et former le personnel, c'est quand même la clé. Dans le sens où en fait, ça va nous permettre à moindre coût d'éteindre la lumière,
de permettre de couper le chauffage, de couper la clim dans les bureaux. Ce sont des choses en fait simples, mais ne serait-ce que les écrans d'ordinateur, au lieu de les laisser en veille, les éteindre. Et en fait, ce sont une multitude de petits appareils, de petits équipements utilisés au quotidien et tous les jours. Du bon sens. Exactement, qui sont en fait à adopter et à rendre systématiques. Bien évidemment, après, il y a des investissements. Au Ritz Paris, on a fait des travaux de rénovation très importants pendant la fermeture de 2012 à 2016, donc sur toute la partie rénovation du bâti. Et effectivement, en fait, on a déjà devancé pas mal de sujets sur les coûts énergétiques, notamment dans les chambres, où on a en fait, étudié et mis en place une gestion technique du bâtiment automatisée, ce qui permet par exemple concrètement, lorsqu'un client ouvre la fenêtre de sa chambre pour pouvoir profiter de la vue Place Vendôme ou tout simplement du rayon de soleil, la climatisation et le chauffage se coupent automatiquement. Et donc toute cette gestion automatisée va nous permettre, par le biais de notre service technique, d'organiser, de gérer, de suivre et de contrôler toutes les énergies de l'établissement. Je crois que tu avais aussi des slides à présenter. Est-ce que c'était dans ce cadre-là? C'était le Ritz pour la fin. Alors, pour continuer sur cette question-là, tu dis que vous avez profité des travaux, oui, on mettra sur la fin, mais c'est bien, laissez-le, que vous avez profité des travaux pour mettre en place la GMAO, la gestion automatisée. Exactement. Est-ce qu'on peut le faire sans avoir entamé toute la rénovation de son établissement? Est-ce qu'on peut mettre en place la gestion de maintenance automatisée? Et j'imagine que du coup, on se retrouve à nouveau avec une question de réseau supplémentaire, mais c'est vrai que cette automatisation des appareils, on a pas mal de stands sur le salon qui proposent cette notion à la fois de tracking et de gestion intelligente des appareils. Est-ce qu'on est obligé de rénover tout son bâtiment pour procéder à ça? Non, bien évidemment que non. Nous, c'est vrai qu'on a profité de ces 4 ans, justement de ces années en fait, de fermeture pour faire des travaux importants. Mais aujourd'hui encore, on investit justement sur ces systèmes pour pouvoir les améliorer et nous ne sommes absolument pas fermés. Donc effectivement, je voulais juste préciser une chose parce que effectivement, quand vous connectez des capteurs, quand vous mettez des capteurs sur les fenêtres ou que les clims sont connectés, tout ça passe par du réseau. Donc effectivement, c'est des choses qu'on voit de plus en plus aussi chez les particuliers, avec des écosystèmes comme ceux de Google, Apple ou Amazon qui se développent énormément pour le particulier, qui peuvent automatiser beaucoup de choses chez eux maintenant. Mais c'est vrai que ça demande aussi des investissements sur la partie réseau pour connecter l'ensemble de ces équipements. Et c'est là aussi qu'il est important, en conjonction avec les économies que vous pouvez faire sur le coût de l'énergie. Enfin, Valentin, toi, tu peux jouer sur le coût du kilowattheure qui va être payé par l'hôtelier. Et effectivement, en conjonction de ça, nous, on va pouvoir aussi réduire le nombre de kilowatts consommés. Donc, c'est la multiplication, quelque part, de ces économies qui permet vraiment de réduire les coûts au maximum. Et il y a énormément de postes d'optimisation sur ces aspects, parce que c'est des problématiques qui n'étaient pas conscientisées avant par les hôteliers ou par les industriels, parce que tout simplement, le coût de l'énergie n'était pas vraiment un problème. Donc on a énormément d'optimisation possible, et donc il y a encore de beaux leviers pour réduire ces coûts. Finalement, le coût de l'énergie a réveillé la conscience écologique parce que on peut concilier économie et écologie. J'avais Alazaïs qui voulait rebondir. Après, Audrey, je te redonnerai la parole. Alazaïs, est-ce que tu voulais mettre tes slides éventuellement? C'était en lien. La Poste baisse les watts. Alors les slides ne sont pas à l'écran, mais ça ne devrait pas tarder. Tu peux commencer déjà. Oui, voilà. Alors, vous pouvez passer, effectivement. Non, voilà, donc ça, je pense qu'on en a déjà parlé. Hein, c'est que on est donc quand même dans le cadre d'un contexte énergétique assez tendu. Donc, vraisemblablement, il faut vraiment accompagner les entreprises. Le carnet de bord énergie, j'en ai parlé pour justement avoir vraiment cet accompagnement personnalisé, avoir les bonnes pratiques. On voit que café, restaurant, tout ce qui est hôtellerie, donc la cible du salon, sont pour nous une cible prioritaire au titre de Baisse les watts.
Voilà, ce que je pourrais vous rajouter, c'est que l'inscription est très rapide. Vraiment, ça prend 3 minutes. Vous avez un accompagnement digital, mais aussi par téléphone. J'insiste là-dessus parce qu'on a des conseillers dédiés. Donc, n'hésitez pas à venir nous rencontrer sur le stand B50. Et quels conseils concrets pour être dans la continuité en termes d'investissement ou d'actions concrètes à prendre dans les établissements pour faire des économies? Est-ce que tu as des exemples à nous citer d'investissements concrets à faire, de conseils pour les restos et les hôtels? Alors, au niveau des actions concrètes, ça peut être des conseils sur un changement d'équipement. Et donc, pour ce faire, on a nos conseillers énergie qui pourront donner tous les bons tuyaux, entre guillemets. Et après, très simplement, par rapport aux équipements qui ont été référencés, on va pousser des éco-gestes en disant, voilà, votre four, vous pourrez le préchauffer comme ci, comme ça. Vous pouvez aussi bénéficier de telle aide. Au niveau de l'éclairage, on pourra avoir aussi un accompagnement. Il faut savoir que sur la cible hôtellerie, ce qui est ressorti d'interviews, d'entretiens qu'on a pu faire en amont de la mise en place du programme, c'était tout simplement des hôtels qui nous disaient mais nous on a besoin de clés pour sensibiliser nos clients, parce que souvent les clients en fait ils se sentent un peu moins concernés à l'hôtel et ils se permettent peut-être des choses qui ne se permettraient pas à leur domicile. Donc on a aussi ce type d'accompagnement via notamment les formations ou l'accompagnement qu'on propose avec nos conseillers énergie, de donner les bonnes clés de communication, de sensibiliser son personnel, mais aussi ses clients, ce qui est absolument clé dans la proposition de valeur. Alors très intéressant. Audrey, on a parlé de sensibiliser les collaborateurs, mais alors vous, dans un palace, c'est encore plus complexe. Comment on arrive à sensibiliser les clients avec délicatesse pour leur dire ne consommez pas d'eau ou d'électricité? Comment on fait? Est-ce que ce qui est applicable chez vous le sera forcément dans tout type d'établissement au final? Bien, on le fait également, effectivement. En fait, chez nous, l'expérience client est bien évidemment très important et le service est au cœur de notre métier. Mais on va chercher l'inventivité. L'inventivité, en fait, d'informer le client, comme par exemple, on a une clé qui est aussi un symbole chez nous, qui permet en fait dans la chambre de tout éteindre ou de tout allumer en interrupteur en une seule fois. Et ça, c'est une information en fait que l'on va donner à nos clients sans pour autant en fait passer sur ces réductions de coûts ou cette sobriété. On va également disposer des informations, donc des informations par une carte en chambre qui est déposée et un lien vers notre site internet où nous avons les explications sur notre démarche RSE au sein du Ritz Paris et ce que l'on trouve en fait en action. Cette carte qui est disposée en chambre renvoie vers le lien direct des actions RSE. C'est ça, via un QR code. Oui. Donc ça, on peut le faire dans n'importe quel établissement. Exactement. Un QR code qui renvoie vers toute la démarche RSE de l'établissement, même si c'est des petites actions toutes simples, ça peut être intéressant de le faire et ça coûte pas grand-chose finalement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tu évoquais tout à l'heure la piscine, qui est quand même pour le coup un investissement sans doute très lourd de mettre en place ça. Est-ce que tu as d'autres petites actions toutes simples au Ritz qui contribuent à réduire les coûts énergétiques, même si on est sur du long terme ou du court terme? Effectivement, du coup, je revois bien la slide pour le Ritz Paris, où on parle effectivement de la sensibilisation des collaborateurs sur tous les éco-gestes du quotidien, mais également tout le suivi du service technique et des équipes pour limiter les pertes. Merci. Et donc, je vous disais, en fait, il y a eu toutes les rénovations du bâtiment qui ont permis d'économiser énormément. Et aujourd'hui, encore au quotidien, on a des projets qui sont mis en place et notamment des investissements qui peuvent se faire grâce au certificat d'économie d'énergie. Donc ça, c'est vraiment important en fait, d'en prendre connaissance et de monter les dossiers. C'est long et fastidieux, mais ça nous permet quand même d'économiser au niveau de notre argent, mais également en termes d'énergie. On a mis donc en place effectivement les calories du groupe frigorigène des cuisines qui nous permet en fait de maintenir à température la piscine, mais également tout un suivi donc plus technique, j'y arrive, de centrales de traitement à double flux ou de variation de fréquence des eaux chaudes sanitaires. Et donc, comme vous pouvez le voir, donc on a pris les données entre 2019 et 2022. Je pense que vous êtes au courant qu'entre 2020-2021, avec la crise sanitaire, en fait, il n'y a pas du tout d'exactitude. Donc, on a pris vraiment nos 2 années fortes. Et donc, sur un taux d'occupation qui a été 3,9% moindre
en 2022, on a économisé 26,5% de chauffage, 6,5% en électricité et 2,7% en climatisation. Donc, effectivement, par des investissements pris en charge par les certificats d'économie d'énergie, mais également rendus possibles grâce à la formation et aux sensibilisations de toutes les équipes. Ça a été aussi permis parce qu'aujourd'hui, on réalise notre bilan carbone et on a voulu étendre le bilan carbone, donc vraiment sur les 3 scopes, sur le numérique et du coup atteindre un numérique responsable parce qu'aujourd'hui, on se digitalise de plus en plus et c'est vraiment à prendre en compte. Oui, donc ça, c'est l'étape suivante. Exactement. Peut-être Yves, tu vas réagir parce qu'en effet, souvent, tu arrives à la fin de la chaîne. Oui. Les acteurs qui font appel à vous, les hôteliers en l'occurrence qui font appel à vous, puisque vous n'êtes pas sur la sphère restauration pour le moment, qu'est-ce qu'ils vous demandent ? Alors, en général, on est sollicité effectivement principalement pour la digitalisation. C'est vrai qu'aujourd'hui, avoir un hôtel dans lequel on n'a pas un bon Wi-Fi, ça devient de moins en moins envisageable. Moi-même, quand je me déplace et que je dois faire du Meet ou du Teams, si j'ai pas un bon Wi-Fi, c'est indiscriminant. C'est-à-dire que je ne vais plus dans des hôtels. Mais ça consomme encore. Alors, ça consomme, justement, c'est ça tout le paradoxe dans lequel on travaille, c'est que déployer des infrastructures réseau, ça consomme. Alors, Vous pouvez nous mettre WeFirst, s'il vous plaît ? Là, pardon, merci beaucoup. Merci de jongler. Donc, effectivement, les infrastructures réseau consomment, et la tendance, elle est quand même, en plus, à la densification de ces infrastructures. C'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'années, on mettait des bornes dans des couloirs. Ça suffisait à faire du WhatsApp ou du surf sur Internet dans les chambres. Aujourd'hui, ça ne suffit plus. C'est-à-dire que si je veux faire du Meet ou du Teams... Je crois que Food Hotel Tech en est le bon exemple. Ça n'existait pas il y a 10 ans. Et aujourd'hui, on a tous ces acteurs de la tech qui sont présents. Tous ces acteurs de la tech, potentiellement, ils sont embêtants. C'est un millefeuille, quoi. Tout à fait, exactement. Et donc, l'enjeu, c'est vraiment d'arriver à fédérer ce millefeuille. C'est-à-dire que toutes ces infrastructures qui étaient dédiées, que ce soit, encore une fois, pour... les flux télé, le Wi-Fi guest, les accès filaires, la téléphonie, ou alors précisément les capteurs en chambre. On va aussi avoir des robinets connectés ou des systèmes de climatisation. Les serrures sont connectées aussi souvent depuis longtemps. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est on essaye d'amener un socle de digitalisation pour nos clients partenaires. Ils nous sollicitent quand même pour avoir du bon Wi-Fi d'abord. C'était notre slogan longtemps, le Wi-Fi, c'est WeFirst, mais donc c'est important d'avoir un Wi-Fi parfait pour les clients et d'amener une expérience en chambre qui se rapproche le plus possible aussi de ce qu'on va avoir à la maison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens sont coutumiers de pouvoir diffuser des contenus sur leur téléviseur, sur des enceintes connectées. Et ça, dans un contexte hôtellerie, ça peut être complexe ou techniquement risqué. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie que le voisin de la chambre 102 diffuse des contenus sur la chambre d'à côté. Donc il y a des vraies problématiques de sécurité qu'on adresse. Et tout ça en densifiant les infrastructures. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de passer d'un mode où on a des infrastructures dédiées à un mode où on a des infrastructures plus denses, mais uniques. Et ça permet d'adresser plusieurs problématiques. Parce que là, on va rentrer un peu dans la technique, des choses un peu barbares. Mais voilà, donc plus on met d'infrastructures, plus ces infrastructures vont se perturber les unes les autres. Donc il n'y a plus de... Je ne sais pas s'il n'y a plus de batterie. Ah si, ça marche. Voilà, donc plus on met d'infrastructures, moins ça fonctionne. Donc il y a un effet de double punition, c'est-à-dire que j'investis dans plus de matériel, ça va consommer beaucoup plus d'énergie. Et en plus de ça, c'est l'inverse de la cerise sur le gâteau, ça ne fonctionne pas. Une fluidité en baisse et en plus ça consomme. Exactement. Cercle vicieux. Absolument. Donc nous, depuis des années, on a commencé à observer des problèmes d'interférence entre des serrures connectées et des bornes Wi-Fi avec des clients qui parfois ne peuvent plus rentrer dans leur chambre parce que le client de la chambre d'à côté est en train de regarder un film sur Netflix. Et c'est des problématiques qui sont de plus en plus concrètes aujourd'hui. Donc ça, c'est un impact réel. Et donc la solution, c'est vraiment la fédération des infras, la mutualisation. Donc je vais passer cette partie-là. Évidemment, moins on déploie d'infrastructures, moins ça coûte cher, parce que on va forcément les consolider. Donc je vais payer moins de switch, moins de bornes. Tu l'évoquais tout à l'heure, du coup, une baisse de 40% rapidement. Au global, voilà. Et donc le plus important sur la partie énergétique, c'est ce slide-là qui est vraiment, c'est simplement pour présenter de manière très sommaire ce que peuvent coûter des infrastructures réseau. Mais quand vous voyez une baie informatique de ce type, ça consomme autant que 2 fours
et une clim. Donc vraiment, c'est loin d'être neutre. Alors, Yves, voilà. je vais devoir t'interrompre parce Ouais, pas de qu'on souci. avance beaucoup dans l'heure et je voudrais aussi qu'on aborde une partie avec Valentin. C'est un autre type d'équipement et d'investissement qui permet aussi de réaliser des économies. Tu nous parlais panneaux solaires, entre autres. Est-ce que tu peux vraiment rapidement, Valentin, parce qu'on a vraiment avancé dans... Et si on veut pouvoir prendre une question dans la salle. Alors, les panneaux solaires, ça fait peur à beaucoup de professionnels parce qu'il y a eu beaucoup d'escroqueries au niveau des particuliers. C'est une vérité. Donc, beaucoup de professionnels ne savent pas à qui s'adresser. Parce que quand vous avez des gros chantiers de 500 mètres carrés ou 1000 mètres carrés d'installation de panneaux solaires, et bien souvent, vous n'avez plus personne pour vous faire un travail sérieux. Aujourd'hui, notre société a des partenariats très solides avec un des leaders du marché français, comme je vous avais dit la dernière fois, d'installation du panneau solaire, qui est la société Axe10 Pro. Donc, on fait de l'installation, de l'autoconsommation pour les professionnels. Donc, vous allez réduire de plus de 50% vos consommations d'électricité. Donc, au lieu de payer de l'électricité, vous allez investir dans vos panneaux solaires. Et au bout d'un moment, vous pouvez même arriver à être en autoconsommation. Alors, à Paris, ça va être compliqué parce que le prix du mètre carré est très cher, donc des panneaux solaires, vous n'en verrez pas. Mais en province, vous en verrez plus souvent. On pourra plus facilement faire de l'installation. Pour des groupes hôteliers qui ont des parkings, il faut savoir que d'ici 2026, il y avait des nouvelles lois qui sont passées. Vous serez obligé de couvrir vos parkings comme en Espagne, avec des ombrières et des panneaux solaires. Tous les parkings de plus de 80 places seront obligés d'être couverts. Donc vous serez obligé d'investir. Okay, pour l'instant, c'est un choix, mais vous serez obligé de le faire. Et l'avantage pour vous, je vais juste finir là-dessus, c'est qu'en fait, vous allez être en autoconsommation. Donc, oui, au lieu de dépendre des aléas du marché... Alors, je réagis sur ça, Ouais. justement. Donc, on va être en autoconsommation, ok, mais il faut compter combien de temps pour amortir l'investissement sur les panneaux? En gros, vos panneaux solaires, vous avez une garantie de vie du panneau solaire de 25 ans. Quand vous signez vos contrats de panneaux solaires avec EDF, c'est EDF qui vous rachète l'électricité que vous produisez en surplus, vous avez un contrat de 20 ans. D'accord? Donc, en général, la moyenne qu'on a constatée, c'est que les 10 premières années, vous payez vos panneaux solaires et les 10 autres années, vous êtes en bénéfice. Ok. Donc, sachant que les technologies ont avancé, aujourd'hui, on est en train de changer les panneaux solaires qui ont été installés dans les années 2000. Mais entre-temps, il y a eu beaucoup d'évolutions. Par exemple, avant, vous deviez avoir des pièces entières pour mettre des onduleurs où vous aviez l'énergie. Vous deviez avoir un système anti-incendie et plein de choses. Ça vous coûtait plus cher en assurance. Aujourd'hui, tout est intégré dans le panneau. Donc même au niveau des assurances, ça vous coûte moins cher. Avant, vous aviez des panneaux solaires qui marchaient avec le soleil. Maintenant, juste avec la lumière du jour, le panneau solaire marche. Alors, je voudrais juste qu'on conclue peut-être sur une thématique qu'on n'a pas abordée ensemble au préalable, je suis navrée. Tout ce qu'on vient de décrire, ok, c'est bien, ça représente parfois des investissements ou pas. Est-ce qu'il y a des aides financières? Est-ce qu'on peut lever des subventions? Qu'est-ce qui existe aujourd'hui? Est-ce que l'un d'entre vous ou certains d'entre vous veulent répondre sur cette question-là? Déjà, dans le cadre des C2E, vous avez beaucoup de choses qui sont prises en charge. Vous allez avoir le calorifusage des tuyaux qui va être pris en charge. Pour des systèmes qui ne sont pas bons pour Paris, comme je vous avais dit, mais qui marcheront en dehors de Paris, vous avez par exemple l'installation de bornes électriques qui va être prise en charge. Sachant que si vous avez des parkings aussi, pareil, il y a des nouvelles réglementations pour l'installation de bornes. Donc même les hôteliers, les restaurants vont être obligés de faire de l'installation. En fait, c'est dans les nouvelles lois qui sont passées. Et après, il y a plein d'autres travaux d'isolation, etc., pareil, qui sont pris en charge par les C2E. Du coup, on s'adresse à qui? À l'Asaïs aussi? Alors oui, il y a des aides, il y a beaucoup d'aides, mais c'est vrai que là aussi, c'est un casse-tête, c'est un millefeuille au sein duquel on est souvent perdu, et là aussi où les chefs d'entreprise ont besoin d'être accompagnés. Il est indispensable de pouvoir les accompagner avec une approche personnalisée, parce que les aides sont vraiment multiples et on peut vite s'y perdre. Donc là aussi, et les avec dossiers Best Les Watt, complexes à monter aussi parfois. Pardon? Et les dossiers complexes à monter parfois. Absolument. Audrey, absolument. vous avez eu recours à des subventions, je pense même parfois à pourquoi pas des programmes européens? Alors non, pas de programme européen, mais par contre, effectivement, les certificats d'économie d'énergie. Et c'est vrai que c'est un travail qui est assez fastidieux, qui est assez complexe, qui prend énormément de temps pour arriver en fait à tout simplement investir sur les projets. Ok, alors on va peut-être prendre une question de la salle s'il y a des questions. Y a-t-il une question? Non, la salle est timide, c'est encore le matin. Alors je vais vous demander à chacun un mot de la fin, un conseil clé que vous auriez à donner aux hôteliers, aux restaurateurs pour réduire leur coût énergétique à l'Asaïs.
Tout simplement, ne baissez pas les bras. Souvent, les témoignages qu'on a pu recueillir, c'est qu'ils se sentent un peu perdus. Ils ont besoin d'accompagnement. Donc, on est là avec Baisse les Watts et n'hésitez pas à venir nous rendre visite au stand B50 à l'issue du salon. Ça va être la même chose. En gros, l'énergie aujourd'hui, c'est une dépense inévitable. Donc, vous n'avez pas le choix que de vous y pencher. Et vous ne pouvez pas être spécialisé dans tous les domaines. Aujourd'hui, votre métier, c'est l'hôtellerie, c'est la restauration. Vous êtes très qualifié dans ce que vous faites, mais vous ne pouvez pas être qualifié dans tous les domaines. Donc, des fois, c'est mieux de déléguer. Vous aurez plus de bénéfices et ça vous fera un souci en moins et vous aurez un référent qualifié dans ce domaine-là. Donc, que ce soit pour les contrats ou faire des audits et voir ce qui est possible pour vous. Vous demandiez les aides qui sont possibles. Il y a des aides nationales, mais il y a des aides régionales aussi, selon là où vous habitez. Et ça, il faut se renseigner. Et les dossiers, comme vous disiez, sont très compliqués à faire. Des fois, il manque un papier, il faut tout recommencer. Donc, ça, c'est notre travail. Ça va être à nous de gérer ce papier-là. Donc, faites-vous accompagner par des professionnels, que ce soit par nous ou par quelqu'un d'autre, hein. Mais vous êtes obligé de vous faire accompagner. Parce qu'aujourd'hui, l'énergie est un sujet capital. Et dans 10 ans, vous consommerez de l'énergie et dans 20 ans, pareil. Donc, vous êtes obligé de traiter ce point, qui avant était négligeable parce que l'énergie ne coûtait pas cher. Donc, en tout cas, occupez-vous-en. En 2 mots, sobriété et investissement. Bon, pour conclure, effectivement, présenter des choses un petit peu techniques des fois, on est aussi là pour accompagner l'hôtelier, c'est-à-dire pour faire un bilan de ce que coûtent aujourd'hui ces infrastructures, ces services. On sait que tous les hôteliers, même que ce soit les grands groupes ou les indépendants, c'est très difficile de fédérer les réseaux, ça demande beaucoup d'ingénierie sur la partie sécurité, l'intégration des différents partenaires, que ce soit les fournisseurs de vidéosurveillance, tous les fournisseurs de services. Nous, on fait de l'infrastructure, on construit des autoroutes, on est obligé de s'interfacer avec tous les constructeurs de voitures, qui sont les gens qui fournissent des vrais services métiers aux hôteliers. Donc on est là pour aider les hôteliers à fédérer ces services sur un seul réseau et pas laisser les hôteliers seuls face à ce problème, et réaliser des économies réelles, très concrètes, et réduire énormément les factures d'électricité. J'ajouterais à ce que vous venez tous de dire, ne pas avoir peur en fait, de se lancer dans cette démarche et de se tourner vers les bons acteurs. Je vous remercie tous les 4. Merci également à vous tous, le public. Et puis bon salon, bon food Hotel Tech. Merci. Ça va être ici la sortie. Ça va être